On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Charlotte de Turckheim. Oui. Bravo. Bonjour. Valérie Mérès. Jean Benguigui. Philippe Gueluc. Et Pierre Bénichou. Non. Voilà, Valérie, mais vous êtes en chaleur. Que se passe-t-il alors que le froid... Elle a chaud. Ah oui. Je n'ai pas une femme, vous êtes en chaleur, pas parce qu'elle montre certains Remarque, signes. l'un n'empêche pas l'autre. J'ai chaud parce que j'ai couru. Ah, vous avez couru, vous avez failli être en retard. Et oui, et je veux pas être en retard. Avec les courses de Noël, Paris est un peu embouteillé. Voilà, c'est ça. Cette heure-là, 4h30, c'est terrible. C'est vrai. Tu nous as déjà mis un petit haut à paillettes, très Noël. Nous apprécions beaucoup. Ouais, c'est une copine à moi qui les fait. Ah, il y a de très jolies boules d'ailleurs. Merci. Venant de ta part, je suis très flattée. Ah, mais je t'en prie, tout plaisir pour moi. Vous avez fait votre sapin, Charlotte de Turckheim? Non, pas vraiment. J'étais au soleil ces jours derniers. J'étais au festival de Marrakech. Ah, c'est pas vrai. Là, J'ai vu c'est des des très beaux sapins films. qui sont beaucoup plus grands et les boules de Noël, c'est des noix de coco. Voilà. Et alors, exactement. le voyage en autocar s'est bien passé? Alors vraiment ils sont gonflés. J'ai trouvé que les infos sur LCI vues de là-bas étaient quand même un peu gonflées, parce que c'est vrai qu'il y a eu un accident de car, c'est terrible et c'est affreux, etc. Mais du coup ils en ont profité LCI pour sortir tous les accidents de car et tous les accidents de voiture qu'il y avait eu depuis 20 ans au Maroc. Et on avait l'impression. Non, c'est vrai que le Maroc est un des pays pour la circulation les plus dangereux qui soit. Moi, j'ai un ami qui a eu un accident affreux c'est vrai que mais non, je sais pas si les gens détiennent. conduisent pas bien. Non mais les gens C'est conduisent vrai, peut-être moi, pas bien. j'ai passé mon permis là-bas, je peux te dire, je conduis partout. Hein. Moi, j'ai beaucoup. Non, j'ai trouvé que c'était absolument tendancieux, que c'était un peu c'était. Vous voulez dire qu'il n'y a pas plus d'accidents là-bas que chez nous? Non, il y a Si, quand il y a même sûrement une manière, plus il y a une manière d'accidents. de conduire quand même. Écoute, moi, je connais très bien le Maghreb. Il y a une notion, par exemple, moi j'ai eu des chauffeurs au Maroc ou quoi qui me disaient vous êtes courageux avant de monter en voiture. tu Oui, vois. mais c'est vrai en Inde, c'est vrai non, aux mais c'est vrai, Philippines. non, il y a des pays c'est comme vrai en ça. Afrique. Où on dit, moi je suis courageux, je doute dans le virage. Non, j'ai vu ça. Il y a quand même quelque chose. Oui, mais enfin, il y a qu'en Europe que les gens conduisent avec Oui, des limitations de Oui, vitesse. bien que sûr. les D'ailleurs, gens- c'est pour ça qu'on vit tous en Inde, hein, parce qu'en Europe, Mais non, mais il y a ces pas. trucs qui se traînent et tout ça. Moi, je meurs de peur. Et au faut dire. Brésil, t'en passes parce que c'est au Brésil. Les flics, quand tu t'arrêtes à un feu rouge, vous êtes fous de vous arrêter au feu rouge, c'est là que les bandits attaquent. Donc, au feu rouge, Oui, c'est c'est vrai. accéléré. Je veux dire, c'est vrai, on me l'a dit. C'est vrai, ça. c'est très dangereux. Et C'est en vrai. Belgique, la circulation, Philippe? En Belgique, c'est comme chez vous. Nous, on est respectueux du. C'est très respectueux, mais ils ont tendance, les Belges, quand même. Je me permets de le dire parce Vas-y, que vas-y. c'est une amie belge qui me le dit. Ouais. Ils mettent le clignotant, ils pensent que c'est bon, hein. Ils regardent pas derrière, Ah quoi. oui, ça Ils c'est mettent- caractéristique des Belges. Oui, c'est vrai. Quand vous me le dites, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez donc à Marrakech, Charlotte de Turckheim? Le festival du film. T'as présenté ton film? Non, pas du tout, parce que j'étais invité et c'était des films qui n'étaient pas encore sortis. J'ai fait un film qui s'appelle Les Féodaux, là-bas. J'ai fait un film sur les bus. J'ai quelques mails à vous proposer quand même. Alors j'y vais parce que c'est pas le tout que vos voyages, Charlotte de Turckheim. Bonjour Laurent, bonjour à toute votre équipe, particulièrement à Philippe Gueluc qui est mon préféré. Je voulais vous remercier car grâce à vous, j'ai reçu le cadeau de Noël idéal. En effet, il y a quelque temps, j'avais trouvé les 10 noms du quiz de Serge Liado, mais dans l'excitation, je n'ai pas trouvé tout de suite le lien pour l'email Europe 1 et je râlais de vous entendre donner des indices Ça, c'est à l'antenne. intéressant. Oui. J'ai donc pas été le premier à répondre, mais étant dans les 5 premiers, j'ai eu le droit au cadeau supplémentaire, c'est-à-dire le CD dédicacé de Frédéric François. Ah, évidemment. Quelle chance, écrit Eric. Grâce à vous, je vais donc pouvoir faire le bonheur autour de moi, avec les chansons mythiques des années 70 de Frédéric François. Oh là là. Craignant un trop plein de bonheur en l'écoutant moi-même, je ne manquerai pas de l'offrir à quelqu'un de mon entourage. Ce n'est pas le choix qui manque, quoiqu'à vrai dire, je ne vois qu'une seule personne à qui ça ferait plaisir, ma grand-mère. Encore que, peut-être si je pouvais l'échanger contre un calendrier de Philippe Gueluc, ça lui ferait encore plus plaisir. Est-ce que vous offrez un calendrier à cette dame contre le CD de Frédéric François, Philippe Gueluc? Avec plaisir, si toutefois elle ne m'envoie pas le CD de Frédéric François. Si vous voulez pas d'échange. Voilà, en pas fait. d'échange. C'est pas gentil pour Frédéric François qui est belge. Non, lui c'est aussi. la grande chaîne avec les disques de Frédéric François. C'est comme les grandes chaînes, vous savez, qui portent bonheur. Il faut l'offrir à quelqu'un et comme ça, vous n'aurez pas de malheur qui s'abattra sur vous. J'ai un jeune aussi qui propose à Pierre Bénichou, qui semblait ne pas bien connaître le groupe Tokyo Hotel. Voilà, un poster pour coller dans sa chambre. Oui, ça me plaît. Alors, voyons un petit peu. C'est un beau cadeau, ça aussi. Ah oui, c'est bien Tokyo. C'est bien, ouais. C'est quelque chose de japonais, j'adore. Non, c'est des Allemands, mais ils ont été liés à une certaine époque de l'histoire. Hein. Mais Ah oui. ils ont quel âge? Ils ont 12 ans? Oui, et la fille est un garçon. en réalité. C'est un garçon. C'est vrai. Ouais. C'est que des garçons, faut vous le dire, Pierre. Non. Que des garçons? Surtout la fille, qui est le leader du groupe. J'en étais Mais sûr. quel âge ils ont?
ces gamins? Ah, ils ont 14. 17, 18. Ah non, ils ont pas 17, 18 ans. Si, c'est parce que vous connaissez pas vos enfants, mais ils ont 17, 18 ans. Vous avez moi, vérifié j'en ai- les cartes d'identité, Laurent? Ah, je vous jure, ils ont 17, 18 ans. Ils l'ont dit Ils à l'ont dit, l'émission. mais vous n'avez pas regardé les... Ah non, les j'ai papiers. pas regardé, mais enfin, voilà. Pour une fois qu'on aurait pu demander, nous, des papiers à des Allemands. Merde. Quelqu'un qui se demande aussi pourquoi les préservatifs du chat sont plus chers que les autres préservatifs. C'est Paul. Il dit, est-ce que ça ronronne quand on les caresse? Ah bah, il faut donner sa langue, hein, au chat. C'est Tu vrai, fais des ils sont- préservatifs. Tu fais des préservatifs? Mais non. Ah, oui, il ne les- fait pas lui-même. Mais alors, mais comment ils sont imprimés avec des petites têtes de Non, chat? mais dans des boîtes avec un gag pour un petit peu Il ne le fait pas dédramatiser lui-même, il le- prend les mesures, lui. Moi, j'ai donné mon corps à la recherche. Ô toi le moqueur de Belge, ta gueule. 14,95 € chez Casterman, c'est un peu cher, dit Gott, de la part d'un des occupants du car de jeudi. Sans rancune, Gott de Mons. Ah, je comprends pas bien. Non, mais ça méritait qu'on le passe, quand même. Philippe, Alors, si vous me demandez mon avis, Laurent, moi, je trouve que 14,95 €, c'est pas cher pour un livre de C'est 300 pages. hypocrite, surtout. Ça aurait pu être 15. Ah, bah, c'est vrai, mais c'est que moi je comprends pas ces prix 14 €. C'est vraiment pour des gens pour des crétins. Ah, vous avez plus quoi dire là d'un seul coup, hein? Non, c'est Vous vrai. passez pour un Mais con. c'est moi, c'est moi. le préservatif va pas jusqu'au bout, c'est les 5 € qui manquent. C'est ça, Philippe. Non, c'est le prix du livre. Ah mais oui, dans c'est les vrai. livres, il n'y a pas un petit réservoir comme dans les préservatifs. Bravo, monsieur Bénichou, vous êtes le meilleur. Il vous plaît ce mail-là, Pierre Bénichou? Oui. C'est Jackie qui le dit, vous êtes le meilleur. Mais c'est pas suffisant, mon avis, encore. Allez-y, saquez cette péronnelle de petite Belge. Alors, je sais pas si ça s'adresse pas à Gueuluc gentil. ou à Maureen d'Or. Bah, je pense que c'est à Montréal. C'est à Je crois Maurice. que c'est la gueuluc. Mais elle est pas petite, elle est Mais elle chauve. fait 1m81, la petite. J'adore Pierre Bénichou. Je trouve qu'il est là souvent et ça tombe bien, c'est mon préféré. Mais est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup de cadeaux de Noël à acheter qu'il est fréquent dans l'émission en ce moment? Tant que je suis là, je ne peux pas acheter de cadeau de Noël. Oui, mais vous gagnez de En l'argent. sortant. Ah, parce qu'on paye ici? Mais je connais pas. Mes copains me l'ont pas dit. Bravo Charlotte, c'est un régal de vous entendre. Tout de suite, on est plein de bonne humeur. Oh, bah, Ah c'est ouais. gentil, ça aussi. C'est gentil, ça. Mais C'est oui. c'est l'époque des cadeaux de Noël. Monsieur Bénichou, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous me faites tout le temps penser à mon grand-père, dit Charlotte. Charlotte. Lui aussi était un dragueur invétéré. Il fredonnait tout le temps des chansons que personne ne connaissait et s'énervait pour des broutilles. Surtout, ne changez rien. Continuez, papy. Mais pourquoi il est mort, là? Charlotte de Turckheim peut-elle parler sans glousser, me demande Élise. Tu peux aussi glousser sans parler, s'il veut, oui. C'est vrai que vous gloussez, vous êtes une glousseuse. je- C'est une votre blouse côté de- dindon, hein. Oui, exactement. Et puis, je vais vous dire, amis de Va falloir se la farcir pour Noël. Je J'ai deux marrons à revendique, vous proposer. Vous les voulez? je revendique mon côté dindon, voilà. Et mon côté gloussage. C'est délicieux de glousser. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Rien. C'est vrai que d'un seul coup, je vous imagine en dinde dans un plateau avec des marrons. Eh ben, je serais une très jolie dinde, croyez-moi. Non, c'est vrai. Est-ce que tu crois qu'il y en a plus d'un qui ferait la farce? Oh oui, j'en suis sûre. Elle est drôle, cette Valérie Mérès. Bah, en tout Elle a cas, toujours le mot pour rire. en tout Elle cas, j'ai s'appelle- jamais de mail. J'ai jamais de mail. C'est Non, ça qui est bien. c'est vrai. Bah, ils se plaignent pas et en même temps, ils m'aiment pas spécialement. Non. C'est comme ça. Je les écarte. Je les sélectionne pas. J'ai un caractère généreux, bénévole. C'est les restos du cœur en ce moment. Je veux pas vous faire de peine, Oh, Valérie. c'est pas grave, de toute façon. N'étiez pas au resto du cœur hier. J'ai vu différents people, amis de Coluche, qui étaient là pour l'ouverture des restos. Il y avait Coluche et puis il y a les autres gens. Et moi, on m'a pas demandé de venir. Bah alors. Avec Valérie, nous avons été, tu te souviens? Parrain et marraine du restaurant du cœur de Lille, mais au début, Il y a au tout très début. longtemps. Ça fait donc plus de 22 ans. Ah ouais. Il y a- 22 ans, il y a exactement. une bonne 22 ans. vingtaine. Ouais. Et tu as pas été parrain du restaurant du Caire Non, mais attendez, je n'ai pas voulu. Qu'est-ce que j'ai voulu les cœurs et pas besoin de restaurant. C'est la 22e saison, pour être très précis, des Quelle Restos du horreur. Cœur qui ont commencé en 1985. Mais je veux dire, de plus en plus, il faut se dire quand même que c'est le plus grand échec au monde que 22 ans après, ça continue et ça prospère. Et maintenant, il y a de Yopla plus en boom. plus ça monte de 10% par an, les gens qui ont recours On devrait se à lamenter. cette chose-là. Non, c'est évidemment que c'est bien de faire ça, mais que les gens en aient besoin, c'est tragique. Si Coluche revenait, c'est la chose qui lui ferait le plus de peine, c'est que ça continue. Et en plus de ça, maintenant, ils font faire les devoirs des enfants. Vous avez vu? Ils vont prendre les enfants pour leur faire faire leurs devoirs maintenant au restaurant du cœur. C'est-à-dire que l'éducation nationale, l'agriculture, l'économie, Le logement. le logement doivent être
doivent être complètement supprimés en France, puisqu'il y a les restaurants du cœur pour faire ça. Ouais, ils comptent sur les bénévoles, en fait. C'est honteux, ils comptent sur les bénévoles. Gueuluc, vous y ajoutez? Non, je suis consterné. C'est vrai que mais, je veux dire, éradiquer. La pauvreté est pas nouvelle, elle est pas, je veux dire, c'est pas encore, ça fait plus de 20 ans, Non, mais et c'est on pas a, près d'être on a fini. rêvé, sans être des politiques totalitaires, on a rêvé quand même qu'on n'aurait plus besoin de la charité un beau jour. Ah oui, comme on Et a que- rêvé et qu'il y aurait que plus de la guerre, et justice puis- sociale l'aurait remplacé. Et que 200 ans après la Révolution française, on en soit encore là. Et que 20 ans après la création de ce petit palliatif absolument louable, donc que Coluche a eu l'idée que ça soit encore plus fort qu'avant, c'est une tragédie. Je trouve que les chanteurs qui vont chanter pour le restaurant du cœur, tout ça, aujourd'hui, on n'a plus le droit. Ben, on a encore le droit 22 ans après. C'est ça qu'ils devraient dire. Souvent, ils devraient le dire plus souvent. Et il y a un autre truc aussi que je trouve terrifiant, moi. Je sais pas si tu te souviens que quand on avait fêté la fermeture du dernier bidonville à Paris. C'était à Nanterre. Ouais. Et quand tu vois à quel point c'est revenu en force, c'est impressionnant. Oui, mais c'est plus central maintenant. C'est carrément dans Paris. Ah, carrément il y a dans un Paris. progrès. Des étudiants, des retraités qui n'ont pas, on a vu ça aux actualités hier soir, qui n'ont pas suffisamment. On va leur distribuer des légumes, on leur a dit quand même hier. Hein. C'est ce que évidemment la presse a relayé énormément. Plus de légumes pour quand même qu'on puisse manger sainement. Est-ce que tous ceux qui vont au Resto du Cœur, c'est la question qu'on se pose toujours, sont des gens qui ont vraiment besoin des Restos du Cœur? Bah oui. Moi, je les ai vous diriez pas si. Qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Parce que moi, c'est ce qu'on me dit tout le temps, des gens qui m'ont dit, on me dit, ah, mais moi, je donne pratiquement systématiquement. On me dit, ah, quelle poire tu fais de donner systématiquement. Sûrement que la moitié sont des faux mendiants. Mais je dis, mais si on est un faux mendiant, de toute façon, c'est pathétique. C'est-à-dire que de toute façon, si t'en viens à te dire que le meilleur moyen pour toi dans la vie, c'est de te mettre à un feu rouge et de mendier, c'est que de toute façon, t'es descendu quand même assez bas. Même si effectivement t'as les moyens de travailler, c'est d'ailleurs ce que je trouve presque plus tragique, c'est quand tu vois effectivement des jeunes gens, il y a des beaux mecs, des filles qui ont l'air d'être en super forme, qui préfèrent mendier. Alors ça, je me dis, c'est un vrai échec. Moi, j'ai un copain qui était voyou. Chaque fois qu'un jeune mec en forme venait à la portière de sa voiture, il dit, attends, je vais te donner quelque chose. Il ouvrait sa boîte à gants, il sortait une cagoule, il dit, fais comme moi, va à la banque. Allez, un peu de musique, si vous voulez bien, avec Jean-Louis Aubert. À ceux qui passent, Jean-Louis Aubert continue une carrière solo brillante. Je chante pour ceux qui passent, et qui passent, et qui passent. Jean-Louis Aubert qui est au Zénith à Paris ce soir. Je chante pour ceux qui passent, une chanson de son dernier album. On adore Jean-Louis Aubert, non? Ah oui, formidable. Il se sera appelé comment maintenant? Portable? Pourquoi? Téléphone à l'époque? Oh non, vraiment. Ah, ça, GSM. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, les autres? Ah ben il y en a un qui fait une carrière d'auteur-compositeur Bertignac. plutôt réussi. Bien sûr. Bertignac, Très fait l'album réussi. de Carla Bruni. Mais bien sûr, avec beaucoup de succès. Qui prépare d'ailleurs son beaucoup de deuxième talent. album. Et puis Et il y en a les deux autres ont décroché, je crois. Corinne, on la voit Corinne, plus. il y en a un qui continue à travailler avec Jean-Louis Aubert, c'est le quatrième du groupe. Alors c'est le quatrième qui a décroché. Colinco, et celle qui a décroché, c'est plutôt effectivement c'est plutôt Corinne, qui est un peu aigrie, je dois dire, par rapport à la carrière de Jean-Louis Aubert. Il y avait un papier dans François il y a 8 jours assez virulent et assez méchant. Il reprochait même à Jean-Louis Aubert d'avoir quasiment fait exprès d'occulter la sortie de son album perso il y a Mais c'est un quelques années. sacré de ça. numéro, celle-là. Hein. Pourquoi? Oh, De téléphone. Non, vraiment. Oh non, Ah écoutez. non, on y a cru, tu vois. C'est bien fait, hein. Bon, on Ah, parlera je dis des ça. numéros de téléphone dans un instant parce que c'est un dossier de Libération assez incroyable aujourd'hui. Les numéros surtaxés quand vous appelez l'hôpital ou la NPE. Les numéros qui commencent par 08. C'est en France seulement que ça arrive. Aux États-Unis, pourtant, qui est un pays où le libéralisme bat son plein, ces numéros-là sont gratuits alors que chez nous, ils coûtent plus cher quand vous appelez quelqu'un à l'hôpital ou quand vous appelez la NPE et que vous êtes au chômage. Vous payez une communication surtaxée. Non. On en parle tout de suite après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou. Deux fois Pierre Bénichou. Deux fois Pierre Bénichou. Ah, il Jean vient Benguigui, souvent. c'est vous, Jean Benguigui et Valérie Mérès. Pierre, pardon de vous avoir cité deux fois, mais c'est pour votre famille, pour qu'elle sache bien que vous êtes ici, parce que souvent ils s'inquiètent, vous savez comment Oui, ça se bien passe. sûr. Je le comprends.
Oh, mais quand j'ai demandé à Pierre tout à l'heure, j'ai dit tu vas chez Ruquier, il m'a dit plutôt 2 fois qu'une. Alors, ça, je trouve, c'est un bon dossier de Libération aujourd'hui. Service public, des coups de fil au cou. Les numéros spéciaux surtaxés se multiplient pour les usagers des services sociaux, services publics, qui, en l'absence de régulation, voient leurs factures exploser. On nous explique d'ailleurs très bien comment ça s'est passé dans l'IB, donc dans cet édito qui nous dit qu'en 2004, le gouvernement a fait adopter une loi joliment intitulée « Pour la confiance dans l'économie numérique », loi qui devait être accompagnée d'un décret garantissant la gratuité pour les numéros d'accès des services sociaux. Or, ce décret ne fut jamais publié et donc n'a pas du tout instauré un service gratuit pour ces numéros. Les usagers, qui sont donc aussi des contribuables, découvrent donc qu'on leur impose de plus en plus des numéros surtaxés lorsqu'ils tentent de joindre les services publics, aussi bien les hôpitaux, la Sécu, la NPE, des numéros de couleur, vert, azur, indigo, aux facturations donc surtaxées. Alors, pour les hôpitaux, c'est quand même... Parce que moi comme disait Coluche, blanc je connais, gris je connais, noir je connais, mais plus blanc que blanc je connais pas. Alors je connaissais les appels payants et je connaissais les appels gratuits, le 08, mais les appels plus chers, j'avais jamais entendu parler. Appel gratuit, c'est 0800. Je peux vous donner, on nous donne la grande loterie des tarifs dans l'IB. Mais je ne savais pas je savais qu'il existait des numéros gratuits, numéros verts, on disait. Bon, mais je croyais que les autres étaient tous au même prix. Non, je peux vous dire, par exemple, gratuit, ça commence par 0800, 00800, 0804, 0805, 0809. Ça, c'est appel gratuit. Mais, par exemple, 0810, 0811, 0819, 0860 sont des numéros qui sont le prix d'un appel local. Donc, cela, à la limite. Cela, ça va encore. Pourquoi pas? C'est coûte combien d'appels local, d'abord, pour commencer? C'est une bonne question à laquelle j'ai pas la réponse, mais Merde, vous nous refaites le coup de Giscard avec le ticket de... Non, mais on sait plus maintenant. Mais on sait plus, franchement. On a des forfaits globaux maintenant. Parce que tu sais, avant tu savais le prix d'un appel global puisque tu allais dans une cabine téléphonique et tu mettais 50 centimes. Oui, maintenant c'est fini. Donc tu savais que c'était, et encore on disait que 50 centimes c'était cher pour un appel local. Aujourd'hui, maintenant, si tu vas dans une cabine téléphonique, tout le monde te fout de ta gueule autour de toi. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Mais parce que vous avez l'air d'un type de la Non, préhistoire. sauf quand il y a du bruit que tu vas avec ton Exactement. portable. Dans une cabine téléphonique parce que c'est isolé. Maintenant, effectivement, tu vois des gens Ça avec sert leur d'abri. portable dans une cabine téléphonique. Alors 0820, 0821, ça coûte déjà 0,12 € TTC la minute. Après, il y a les 0825, 0826, 0884, 0890, 0,15 € la minute. Et on peut monter ainsi jusqu'à 0,60 € la minute pour les 0897, pris à partir des téléphones fixes uniquement. Non mais voilà, c'est un vrai problème. Et à partir des téléphones portables, c'est moins cher ou c'est quoi? C'est normalement plus cher. Toujours plus cher. 0,880 et ça dessert c'est quoi? Excusez-moi, est-ce que c'est quand quoi? vous faites ce numéro-là, est-ce que quelqu'un vous prévient, est-ce qu'une voix vous prévient que l'appel est surtaxé? Par exemple, je vais vous donner... En général, on te dit que c'est surtaxé. Je vais vous prendre un exemple personnel puisque j'ai de la famille à l'hôpital en ce moment, dans un hôpital public. 0826, je vérifie puisque c'est le numéro de téléphone de l'hôpital. 0826, je regarde, appel à 0,15 € TTC la minute. Ça veut dire que c'est un appel surtaxé. C'est fou. Et une chose que vous ne savez sans doute pas, c'est que tout ce qui commence par 08 et forcément 0800, on peut pas l'appeler de l'étranger. Exact. Voilà. Quelqu'un à l'hôpital, vous ne pouvez pas l'appeler de l'étranger. Voilà, exactement. Alors comment on fait? Et il y a un moment, d'ailleurs, le numéro général d'accès à Europe 1 était 08 machin truc, et je pouvais pas, moi, de Belgique, appeler pour prévenir les collaborateurs de Laurent. Je pouvais pas, et puis ils ont mis une autre ligne en fonction. Et en plus, quand t'es à l'hôpital, t'as pas le droit d'allumer ton portable. Donc en fait, si t'as que ta famille à l'étranger et que t'es à l'hôpital, personne t'appelle. C'est horrible. Comme quoi, à l'hôpital, vaut mieux être à la morgue. Et en plus de ça, quand t'appelles ces numéros-là, tu crois que ça va durer le moins de temps possible, mais pas du tout. Tu tombes sur un disque qui te dit bonjour, qui prend un temps fou pour te dire bonjour, et t'as l'impression que les gens ils se sont demandé, ils ont fait un casting de la voix la plus lente qui soit. Et on prend ton temps. Bonjour, ne quittez pas. Si vous voulez parler à un tel, appuyez sur la touche 1. Si vous ne voulez pas parler à un tel, appuyez sur la touche 2. Si vous voulez parler à Gilbert, appuyez sur la touche 4. Si vous voulez pas, appuyez sur la touche 5. En France, vous avez de la chance parce qu'en Belgique, on vous fait le même coup mais en 3 langues. Ah oui, on vous le dit d'abord en flamand, puis en allemand, et puis en français. Et pendant ça tourne, le compteur. Ouais. Et vous avez vu ce qu'ils ont rajouté maintenant? Avant, on dit, vous êtes prié de laisser un message après le bip. Maintenant, après ça, ils te disent, vous pouvez réécouter votre message et le modifier en appuyant sur la touche étoile. Si vous le voulez. Et à ce moment-là, seulement, tu as le bip. Donc, en rajoutant ça,
ils ont dû faire rentrer quelques milliards tous les ans avec ça. Quelle histoire. Parce que ça se rajoute, tu sais, tous les petits francs que tu donnes, toi. Comme si à chaque fois que tu laissais un message, la seule chose que tu avais envie de faire, c'est de le modifier. Modifier, c'est pas ça. Si moi je réécoute toujours. C'est vrai. Tu écoutes et tu vérifies. Pourquoi vous croyez qu'on enregistre l'émission par Gueuluc. Non, alors ça vous est peut-être sans doute déjà arrivé, c'est de vous tromper de personne en laissant un message et de ne vous en rendre compte qu'en ayant raccroché. Parce que le nom du correspondant est affiché sur l'écran. Mais si vous vous regardez pas votre écran de téléphone quand il est sur votre oreille. Oui, mais Et toi, un jour- c'est pas grave, t'as un qu'une jour- femme. Non, mais un jour, j'ai laissé un message à mon fils, un message dans lequel je prenais une voix d'imbécile. Je disais, bonjour mon gamin, comment ça va? Tu m'en avais dû parler comme ça. Et puis je raccroche et je me rends compte que j'avais El laissé un Kabash. message. Non, arrête, vous la connaissez tous. Tony Kranz, une attachée de Tâchez de presse. presse. Mais j'avais pas dit mon nom, ce qui fait que plusieurs semaines plus tard, je lui ai dit, t'as pas reçu un job? Oui, elle me dit, j'ai jamais compris ce que me voulait une espèce de fou qui me parlait, qui me disait, bonjour gamin, au téléphone. Donc faut faire très gaffe aussi. Mais comment ça se fait que vous parliez à votre fils de cette façon? Et ils parce parlent comme ça chez mais eux. parce qu'on essaye de se faire rire parfois. Ah Mais oui. Voilà, ce sont des gags familiaux. Vous vous amusez bien chez les C'est Gueuluc. C'est une famille d'humoristes. Hein. Parce que vous faites jamais le con en privé, Laurent. Non, vous le jamais. faites en public. Non, jamais. Que quand je suis payé et surtaxé. Non, mais qui vous dit qu'il me paye pas, mon fils, pour lui faire des petits sketchs au téléphone. En tout cas, aux États-Unis, tous ces appels sont gratuits, des sites non payants. Tous les services gouvernementaux ne se négocient pas en termes de coûts surtaxés. C'est vraiment gratuit. Alors là, on a vraiment une leçon à prendre de la part des Américains. Bien sûr. Comme On quoi. a beaucoup de leçons à prendre de la part des Américains. Je vais vous le dire. Faudrait le dire, Madame Ségolène Royal. Il y a beaucoup de trucs. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, Ségolène Bah, Royal? elle dit sans arrêt du mal de l'Amérique. Ça te fait de la peine? Non. Je suis de son avis, mais j'aime pas qu'elle dise les mêmes choses que moi. Bah ça, alors, c'est énorme. On en parlera de Ségolène Royal et de son voyage au Proche-Orient. Ce sera tout de suite après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Valérie Mérès, Charlotte de Turckheim. Alors, vous vouliez parler de Ségolène Royal. Israël embrasse Ségolène Royal, c'est le titre de Libération ce matin. Royal donne des gages aux Israéliens. Royal insensible aux critiques. Alors, il y a une polémique, on va dire franco-française. Tous les journaux s'accordent à le dire. Enfin, puisque- Franco-UMP surtout. Franco-UMP, oui, parce que manifestement, elle a plutôt été bien accueillie en Israël, et par le Premier ministre, Monsieur Olmert, et par la ministre des Affaires étrangères. C'est une femme, elle aussi, elles ont déjeuné ensemble. Très jeune femme d'ailleurs. C'est Et alors, stupéfiant, hein. l'image la plus étonnante que vous avez peut-être vue aux infos hier soir, c'est quand dans cet hôtel de Jérusalem, Ah oui, Ségolène extraordinaire. Royal, qui est sur son portable, croise, on voit Françoise de Panafieux qui doit planquer et depuis à peu près 1 heure dans le hall de l'hôtel pour croiser les caméras, parce que la pauvre elle, son voyage était un peu discret, sûrement pas de sa volonté, mais parce que elle n'intéressait pas grand monde sur place. Elle n'est pas vraiment candidate à la présidentielle, Françoise de Panafieux. On sait même pas si elle sera vraiment candidate à la mairie de Paris, puisqu'on parle du fait qu'elle se fera Mais- peut-être griller par Jean-Louis Borloo ou un Mais autre. je me suis même demandé ce qu'elle faisait là-bas. Mais c'est une coïncidence de calendrier, Mais tout c'est- simplement. En tout cas, elle était là manifestement à attendre le passage de Ségolène Royal Oui. dans l'hôtel avec les caméras. Et là, on voit Ségolène Royal arriver avec son portable, comme si vraiment elle ne voyait pas Non, Françoise de non, pas tout à Panafieux. fait. Non, pas tout à fait. Elle lui a dit exactement. Elle est au téléphone. Elle la voit. Elle est un peu surprise. Elle lui dit bonjour. Oui, dans un premier temps. mais Elle lui dit bonjour. dans un Et elle deuxième- se ressaisit. Dans et un elle lui deuxième dit. temps, d'abord elle passe avec son téléphone et elle ne la voit pas. Là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui lui fait signe que Françoise Oui, de c'est ça, Panafieux voilà. veut lui parler. Et elle se retourne, elle ferme son portable, elle a un temps d'hésitation et elle lui dit, c'était sous-titré parce qu'évidemment le son n'était pas très bon, elle lui dit, Madame, je ne souhaite pas vous saluer vu vos propos. Ah oui, voilà. Est-ce que voilà, vu vos propos, je ne tiens pas. Et à donc vous elle ne saluer. lui serre Ouais. pas, Ouais. elle ne lui serre pas la main. Allez, Ça, je dois non, mais dire ça, qu'elle est c'est quand même. Moi, je trouve qu'elle est mais géniale. écoutez, non, écoute, moi je la comprends très bien puisqu'elle vient de se faire cartonner. Elle a en temps simultané les informations de Paris. Elle sait très bien la polémique invraisemblable qui a déclenché cette table ronde au Liban. Et puis surtout, avec les elle a trucs. entendu ce que Panafieux a dit. Moi, je l'ai entendu ce que Panafieux a dit. Panafieux venait de la tacler, comme tous les autres de l'UMP. Elle n'avait aucune raison de dire, ah, vous êtes une fille formidable, bonjour madame, c'est tout. Oui. Elle a bien fait. Et d'autant Non, que on n'a c'était. pas bien fait. C'est pas comme C'est ça qu'on fait de la classe. politique. Si, c'est classe. C'est pas comme ça qu'on fait de la non, politique. pas chez les femmes, Ouais, monsieur. Pierre. Alors voilà, moi j'ai regardé la série avec Jenna Davis, qui fait, Non mais qui attends, fait, mais attends. une coprésidente qui devient présidente. Et tous les mecs, ils arrêtent pas d'essayer de lui mettre des
des bananes sous les pieds, enfin des pots de bananes sous les pieds pour qu'elle tombe. Et elle est super, elle est géniale. Je me suis dit, Ségolène, faut qu'elle regarde. Parce que c'est vraiment bien, quoi. Tu vois vraiment que tous les mecs, ils font comme Pierre Bénichou, là, ils disent, non, c'est pas de la politique. Eh ben, si c'est pas de la politique, au moins, c'est pas de l'hypocrisie. Là où Pierre a un peu raison, alors, en même temps. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je vais vous donner la parole, Pierre Bénichou et Charlotte, dans un instant. Je réclame impérativement la parole. Je vous donne juste mon point de vue. Je vous donne juste mon point de vue, puis après, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Mais il y a un truc, j'étais partagé, effectivement, entre l'avis de Valérie Mérès et l'avis de Pierre Bénichou, je suis partagé. Je trouve ça assez culotté, parce que je trouve ça... Après tout, c'est vrai que l'autre arrête pas de la tacler, l'UMP arrête pas de la tacler depuis 48 heures sur ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que c'était plutôt favorable à Madame de Panafio, l'idée d'un seul coup de se retrouver devant des photographes en train de serrer la main à Ségolène Royal. C'est bien pour ça qu'elle l'attendait. C'était aussi pour, évidemment, monter son statut de candidate politique à Paris. Ça aurait été tout à son avantage à Françoise de Panafio de serrer la main, même si elle n'est pas d'accord avec elle, de Ségolène Royal. C'était pour montrer qu'elle était, elle, là-bas aussi. Donc il y aurait eu des tas de photos de Ségolène Royal serrant la main de Françoise de Panafieux. En ce sens, je comprends que Ségolène Royal refuse de se prêter à ce petit jeu alors que l'autre lui en fout plein la gueule depuis 48 heures. Mais en même temps, là où je suis plutôt d'accord avec Pierre Bénichou, c'est que vous pouvez pas en même temps vouloir réconcilier les Israéliens et les Palestiniens qui sont quand même au bord du gouffre dans le domaine de la rivalité et vous-même ne pas accepter de serrer la main d'une démocrate comme Françoise de Panafieux. Attends, moi je voudrais dire, si elle est allée voir Madame Panafieux, on aurait dit oui, parce que c'est entre femmes, vous voyez, nous avons quelque chose entre nous, c'est entre femmes, etc. Les hommes auront encore tapé dessus en disant, bah oui, leur qualité de femme passe avant la politique. Pas du tout. Quand on est arrivé au stade où on est aujourd'hui, Ségolène Royal, à savoir d'être plébiscité par la moitié de la France et intéresser l'autre moitié de la France, je crois qu'on doit justement voir d'assez loin ce genre de truc et dire comment allez-vous, cher ami, oui, avec l'air au contraire de dire mais quoi, Françoise de comment, qui aurait dit du mal de qui, de non, pas du tout. Bonjour. Non, ça c'est hypocrite. Mais bien sûr, mais oui, c'est la et en plus ça c'est pas gentil là, enfin ça fait ça à Françoise de Panafieux parce que elle allait voir sa famille en Israël et c'est dégoûtant quand même. Alors moi non, parce que je vais la faire passer pour juive, ça peut peut-être lui faire perdre des voix. Et moi je trouve que Ségolène Royal était absolument parfaite. Parce que elle lui a pas, justement, ça n'a pas du tout été une petite guerre, genre je ne vous salue pas. Elle était très très classe. Elle a dit bonjour, mais je ne vous salue pas parce que vous avez dit des propos qui fait que je ne vous salue pas. Et c'est quelque chose de complètement différent. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que toutes ces attaques manifestes de l'UMP contre Ségolène Royal qui cherche un angle pour la critiquer sont assez curieuses parce qu'on a l'impression, et là si on peut donner un conseil à Nicolas Sarkozy et à ses troupes, c'est de pas tomber dans le même piège que Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, parce qu'ils sont en train exactement de faire la même chose que les deux autres qui se sont fait avoir, c'est-à-dire pointer du doigt les éventuelles incompétences de Ségolène Royal et on voit ce que ça a pu donner au sein du Parti Socialiste, et ils sont en train de tomber dans le même piège. D'autant plus, Laurent, qu'il y a quand même quelque chose de très important. On peut discuter longtemps de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée d'aller voir ce député du Hamas, mais en tout vu. Attends, j'ai pas vu. Pas du Hamas, du Hezbollah. Du Hezbollah, pardon. Du Hezbollah. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est pratiquement, enfin, qui est D'ailleurs, certain. ça aussi. Elle n'a pas vu. D'ailleurs, ça aussi, autre chose qu'il faut vraiment clarifier, elle n'était pas en tête-à-tête avec un député absolument. du Hezbollah, elle était avec encore heureux. Avec, bah oui, mais elle l'a pas fait. Faut dire les choses comme elles sont. Sûr. Elle était avec l'ensemble des parlementaires libanais, parmi lesquels il y a un député du Hezbollah. Voilà. Alors, je peux vous dire quelque chose. C'est que M. Sarkozy s'est fait le champion de l'amitié avec Israël parce qu'il pense que comme ça il aura le vote juif. Si un tel vote existait depuis le temps, ça se saurait. Il y a autant de juifs de droite que de juifs de gauche. Il faut qu'on le sache une fois pour toutes. Bon, eh bien, alors donc il se fait moi le grand défenseur d'Israël. Il le dit. Donc il est tombé sur cette femme. Ségolène Royal qui avait passé un entretien, qui avait fait un entretien télévisé avec des gens des Libanais, dont un représentant du Hezbollah. Mais ce qu'on lui reproche, c'est pas d'avoir été là, c'est d'avoir entendu les menaces d'Hezbollah sur l'existence de l'État d'Israël et de ne pas avoir bronché. On me dit aujourd'hui qu'on lui aurait mal traduit les propos. Moi, je sais elle comprend pas l'anglais. Je pense que c'était pas en anglais, c'était en arabe. C'était en arabe. Elle comprend pas l'arabe. Je pense que ça n'a pas été
été traduit. Il y avait 2 traducteurs. Il y en avait un qui traduisait pour la presse et un autre interprète. Je pense que ça n'a pas été traduit. Ça n'a pas été traduit. Quand bien même, elle aurait entendu ou mal entendu ses propos. L'essentiel, c'est qu'ensuite, elle les ait totalement déniés, ses propos, et qu'elle ait dit elle-même, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. C'est ça qui compte. Et quand elle était à Gaza, elle a rencontré le président de l'autorité palestinienne, du Fatah, et elle n'a pas rencontré de gens, par exemple, du Hezbollah. Ce genre de polémique, c'est là où je dis que l'UMP est en train de tomber dans le même piège que Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius quand ils ont voulu la contrer. C'est des tempêtes dans des verres d'eau. Et elle sort renforcée. À mon avis, renforcée. Elle a tout à fait à gagner à laisser dire. Absolument. Et à ne pas rentrer dans la polémique. Mais je voudrais revenir sur le coup de téléphone et de Madame de Panafieux. Vous savez pourquoi elle a raccroché tellement rapidement? C'était un 0886. Surtaxé. Non mais moi je trouve qu'elle a très bien fait de lui dire je ne vous parle pas, je ne vous salue pas. Vous savez, ça m'énerve parfois un petit peu de voir des gens de bords politiques différents qui s'invectivent sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui c'est pas faux. Et puis on les voit sortir, on les voit à la buvette, etc. Ils se tapent sur le ventre, ils sont les meilleurs copains du monde. Ça m'énerve parce qu'ils défendent des valeurs auxquelles on croit. Et ils bouffent ensemble après. Voilà, exactement. Moi aussi, je suis pas d'accord. Je crois que l'attitude c'est ça le cynisme en politique, c'est ce que tu dis. Méprisante, je dis pas qu'elle doit l'embrasser. Elle a été polie. Elle a été très polie. C'est méprisant de dire je ne vous salue pas. Non, polie mais méprisante. Bonjour. Elle n'a pas été méprisante, elle s'est respectée elle-même. Elle a été, non, elle s'est respectée elle-même, et en se respectant elle-même. Oh là là, c'est facile. Alors ça c'est un propos de macho à la con. Et exactement, elle fait colérique. Alors ça c'est des trucs, tu dirais jamais ça. Je te prie de rester un peu dans les limites qui te sont assignées. Non, elle a été classe, elle a dit ce qu'il fallait. Alors maintenant, d'abord, c'est l'insulter que dans ta bouche, on entend elle a été classe. Non, elle a été beaucoup mieux que ce que tu dis. Mais je suis entièrement d'accord avec Valérie Mérès. Ah, merci Charlotte. Elle a été parfaitement élégante, elle a été tout à fait à sa place. Elle a été, et peut-être que elle fait quelque chose de nouveau en politique qui t'échappe, mon petit Pierre Bénichou, parce que les garçons, effectivement, ils s'invectivent et après ils bouffent ensemble. Elle a le courage. Les garçons, les filles, les femmes, les hommes. Elle a le courage de ses opinions. Les garçons, ils ont des petits robinets et les filles des petites tirelires. J'ai trouvé qu'elle avait le courage de ses opinions. Elle trouve qu'elle a été peut-être pas insultée, le mot est fort, mais elle a été maltraitée, si tu veux, par cette femme dont j'ai entendu moi les propos, et elle lui dit je vous dis bonjour, mais je ne vous salue pas. Et puis il y a 2 catégories de femmes. C'est-à-dire. Et je n'en dirai pas plus. Chacune s'y retrouvera. N'importe quoi, alors. Bon, en tout cas, manifestement. Ça, c'est assez fort. Je comprends. Oui, c'est fort. Je comprends que tu as l'air satisfaite parce que c'est fort. C'est vrai que c'est un peu violent, mais c'est bien. Signalons quand même que Jean-Louis Bianco, qui était du voyage avec Madame Ségolène Royal, lui a salué Françoise de Panafieux. Comme quoi, quand même, effectivement, tout le monde n'est pas d'accord avec sa façon de faire, Ségolène Royal. Bianco, le footballeur? Non, c'est un rugbyman d'abord, Blanco. L'ancien secrétaire général de l'Élysée. Il y a 2 sortes de femmes, celles qui comprennent rien et celles qui suivent le football et le rugby. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Jean Benguigui, Valérie Mérès. Autre sujet, on va pas faire l'émission sur Ségolène Royal. Il y a quand même un autre candidat, même si François Bayrou n'est pas content qu'on ne parle que d'eux, mais on y viendra aussi à François Bayrou. Vous avez vu Sarkozy, vous l'avez trouvé bien l'autre jour. Ah non, je dois dire, je l'ai trouvé, mais même, je me suis même demandé si c'était pas fait coacher ou quelque chose, parce que d'un seul coup, c'est pour ça que j'étais surprise qu'à nouveau, je me suis dit, oh là, il est idiot. Quand il s'est attaqué à Ségolène Royal en disant que ne parlons plus de ce voyage qui a fait couler autant d'encre, j'ai trouvé que là, à nouveau, il re-rentrait dans le mauvais Sarkozy, alors que les 2 heures face à Chabot, moi, je l'ai trouvé absolument exceptionnel. Un homme d'État. Ah, un homme d'État. Tout d'un coup, on voyait un homme d'État. Il était calme, il n'était pas du tout agressif, il prenait les choses d'eau. Il a fait une petite plaisanterie, vous avez vu? Ah non. Non, il a fait une petite plaisanterie, parce qu'elle a dit qu'on passait Chabot a dit en rigolant, on va peut-être pas passer toute la nuit ici. Il lui a dit, ce n'est pas tout à fait le plan que j'avais ourdi avec vous, chère Arlette, ou je sais pas quoi. Tout le monde a rigolé, etc. Et je me suis dit, dis donc, alors là. Ah ouais, c'est un homme d'État, ça, oui. Non, mais je te promets qu'il était, il avait un côté au-dessus des partis, comme ça. Je me pose en homme au-dessus des partis. Et François Bayrou, alors, lui, on en parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui, c'est son duel face à Claire Chazal et particulièrement, elle est le symbole et on va dire l'ambassadrice de TF1 dans ce cas-là, parce que manifestement, dès qu'il est face à Claire Chazal,
ça se passe mal. François revient là-dessus. Bayrou Chazal, le couple infernal. Il est même interviewé Bayrou dans 20 minutes ce matin. Il dit TF1 ne peut pas faire autrement que de m'inviter, mais il fustige les grands médias qui mettent trop en avant, selon lui, les deux candidatures Royal et Sarkozy et qui oublient les autres candidats. Et il paraît que ça a été chaud sur le plateau du 20h ce week-end entre Claire Chazal et François Bayrou. J'ai pas vu. Voilà, parce qu'elle n'arrêtait pas de l'interroger sur Sarkozy et sur Ségolène Royal, et François Bayrou, d'un ton sec, lui a dit mais quand vous recevez Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy, Claire Chazal, vous ne leur parlez pas de moi? Pourquoi? Alors pourquoi me posez-vous des questions sur eux? Et lui, il a envie de parler d'autres choses. Il a raison. C'est pas faux. Mais c'est sûr que comme toujours, on nous présente déjà le deuxième tour hypothétique. Et on en parle 6 mois à l'avance, alors laissons faire. Et là où il a évidemment coincé Claire Chazal, c'est qu'à un moment donné, le député donc des Pyrénées-Atlantiques a dit à la journaliste du 20h, cessez de vouloir conduire les Français vers ce choix Royal, Sarkozy. Je suis désolé de vous le dire, mais vous faites cela en permanence. Les Français ne se laisseront pas faire. Un peu décontenancé, Claire Chazal lui a rétorqué que l'UMP et le PS étaient les plus grands partis de France, à quoi Bayrou a répondu faux, puisqu'à la dernière présidentielle, ils n'ont fait que 40% à peine à eux deux au premier tour. Claire Chazal a voulu alors répondre en lui disant que quand même c'était toujours ces deux partis-là qui se retrouvaient au second tour, mais elle a quand même oublié que le 21 avril 2002, c'était justement pas le cas, que c'était le Front National qui était au deuxième tour. Non, donc Bayrou est plutôt malin et doué. Moi je trouve que le monde politique et médiatique est très injuste envers François Bayrou parce qu'il est présenté comme un crétin quand même. C'est quand même extraordinaire quand on regarde les guignols, on le prend comme quantité négligeable ou quoi, alors qu'il représente quand même une force traditionnelle en France qui est cette démocratie chrétienne centriste. Et il n'a pas que des mauvaises idées, François Bayrou, et c'est pas un crétin. Et les gens le présentent comme un imbécile tout le temps. Il a cette image, c'est inadmissible. C'est encore mieux qu'un survivant de cette époque centriste du MRP. Oui, bien sûr. Le MRP disait qu'il était centriste, mais comme il y avait l'épouvantail communiste, la gauche n'existait pas pour le MRP, alors que pour Bayrou, elle existe bel et bien. Il propose même de faire venir toutes les bonnes volontés, fût-elle de gauche, fût-elle altermondialiste. Quant à Claire Chazal, c'est vrai qu'elle a été pugnace avec lui, mais elle l'est tellement tout le temps. On sait bien que quand les hommes politiques vont voir Claire Chazal, ils se disent oh là là, ils sont terrifiés. Celle-là, elle va bien mastiquer. Hein. Alors, elle est dure, Claire Chazal. Je ne sais pas si le terme est tout à fait approprié. Voilà. C'était bien le début. Puis t'as terminé avec un verbe pas du tout. Non, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire. Sois un peu juste. Masticoté, je voulais dire. Ah, c'est pas pareil. Bon. Tu sais, tu veux que je te montre la différence. Il arrive parfois que les fantasmes reviennent. Moi j'avais compris que vous disiez mastiquer du verbe faire une mastication. Non, d'accord. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jean-Louis Aubert qui était au Zénith ce soir. Il y a quelqu'un qui est aussi sur scène ce soir au Trianon, c'est Brigitte Fontaine. L'inénarrable Brigitte Fontaine. Espérons qu'elle ne quitte pas la scène comme elle le fait sur les plateaux de télé. Elle chante la métro sur Europe 1 cet après-midi. Comme dans un film de la métro. Le cha-cha-cha. La métro, un nouveau titre de l'album de Brigitte Fontaine. Ce que j'aime bien, c'est que quand on parle de Brigitte Fontaine, on a tous des souvenirs d'avoir passé un petit moment avec elle, à des émissions de télévision ou je sais pas quoi. J'ai fait une émission avec elle, cela dit, elle est fascinante, elle me fascine, mais j'étais terrifiée parce qu'elle était tellement saoule qu'elle s'appuyait contre moi et pensant que j'étais le fauteuil. Et à un moment, je me suis dit, donc je n'osais pas bouger parce que tu sais, c'est des espèces de trucs qui tournent là comme ici. Et tu te disais, je vrille d'un demi-centimètre et elle se pète la gueule. Donc, comme j'ai tout de même un bon vent, je me disais, je vais lui faire croire le plus longtemps possible, je suis le dossier de son siège. Quoi. Mais à un moment, il a bien fallu que je me casse. Moi, je suis partie en premier. Donc à un moment, j'ai essayé, c'était horrible parce que donc je me penchais pour la remettre droite et je la foutais sur l'épaule de Palmade. C'était une bonne idée, je sais pas. Et bien, à un moment, il a bien fallu que je me lève. Et je suis partie. Et à ce moment-là. Vous l'avez emmenée avec vous? Non. Et du coup, je sais pas ce qu'il lui a appris. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle s'est levée. Elle est partie la première. En disant, vous faites chier, bande de cons. Je me casse. Je crois qu'elle ne manque ni de talent, ni de courage. Parce que, justement, avoir imposé ce personnage désagréable, c'est un personnage difficile, et être toujours invitée comme elle l'est et tout ça, elle chante
elles chantent très bien des textes qui sont très intéressants. Et quand on voit toutes les petites Elle chante péronnelles- des textes très intéressants. Très bien, je suis moins sûr, mais en tout cas, elle écrit très bien. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas une grande chanteuse. C'est Très non, mais intéressant. disons, c'est plutôt un intéressant. vrai personnage. Oui. Moi, j'aime C'est bien. un vrai personnage Mais elle est qui en chiante. fait trop, mais c'est un vrai personnage quand on pense à toutes les péronnelles qui chantent, c'est drôlement bien. La preuve Ok. que ces textes sont intéressants, c'est que Fabrice Lucchini lit du Brigitte Fontaine en CD. Alors je vais. Ah non, je vais- c'est La Fontaine, je confonds. Je confonds tout, je crois. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. Parlons-nous. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Jean Benguigui. Un mot sur les patinoires qui s'installent dans Paris. Voilà, ça sent Noël. Hein, ça y est, c'est fait. Devant l'hôtel de ville. Oh, j'adore. Agrémenté d'une petite piste annexe pour les enfants et les débutants. Ça, il n'y avait pas avant, la Non, piste. il n'y avait pas ça. C'est avec la glace qui est un petit peu moins dure, ça, pour les débutants. Non, Comment c'est pour pas qu'ils C'est gênent. sur les- du sorbet, peut-être. C'est pour pas qu'ils gênent les professionnels, évidemment. Ah oui, Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on allait, il y avait 3 patinoires, bonne il y avait mémoire, Molitor, il y avait Saint-Didier, il y avait Molitor, Saint-Didier et le Palais de Glace. Oui. Et moi, j'allais avec ma cousine Sylvia. C'est intéressant ce qu'il nous raconte quand même ou pas? C'était bien. Et alors, je balbutiais. Et j'arrivais un peu comme ça, et tout d'un coup, quand je commençais à approcher, il y avait valse viennoise. Alors on approchait une jeune femme comme ça, une jeune fille, une peste de 14 ans et demi, on arrivait comme ça, et on commençait à lui parler, elle disait, viens, moi j'avais 12 ans, elle me tenait la main, et tout d'un coup, il y avait le haut-parleur qui annonçait, et maintenant la minute de vitesse. Et arrivé 4 ou 5 mecs clopes au bec, avec des pullovers jacquard, et qui te bousculait et qui passait, et la fille te disait, allez, accélère un peu. Déjà, c'était miraculeux que tu tiennes debout sur tes patins. Et le type me bousculait, je tombais, tout ça. Non, non, C'est extrêmement émouvant ce témoignage. oui, mais C'est un oui, mais témoignage oui, mais oui. émouvant, Ah oui, Pierre, c'est c'est bien. Proust, avec la moitié de ça, il t'a fait 12 volumes. Parce que c'était la patinoire à Oran, alors je comprends plus ta vie, moi. Pardon? T'étais pas à Oran quand t'étais petit? Ah non, je suis venu très jeune à Paris. J'étais parmi les indigènes qui ont sauvé la France. Oui, oui. Vous La patinez, vous, patinoire, Benguigui? Je vous imagine mal sur des patins. Eh ben, je suis très adroit. Bah oui, parce que le centre de gravité, Ben oui. c'est bas. hein. Les nains patinent très bien. D'ailleurs, j'ai fait Holiday on Ice avec la troupe des nains. Très bien. Holiday on Nain. Oui, j'ai fait ça. Non, je patine très bien. Vous patinez. Je patine, oui, je patine. Moi, je patine depuis très longtemps. J'ai appris à patiner. J'ai un jour même réussi un double axel. J'ai fait du patin sur glace avec Axel Red et Axel Lafont. N'importe quoi. Le fantasme. Saint-Nicolas sur les Champs-Élysées. C'est pour demain, demain ou après-demain, le 6 décembre. 6 décembre, Demain. Saint-Nicolas. Voilà, en Alsace, c'est le jour préféré des petits, oui. la fête de Saint-Nicolas. Là, je me tourne vers vous. Mais oui, vous, tout à Charles. fait, tout à fait. Je pense que cette petite rubrique me revient. Autant le patinage, je n'ai pas été interrogé. Dieu sait que ça ne me passionne pas du tout. La Saint-Nicolas non plus d'ailleurs. Oh, quand même, je suis sûr que quand vous Si, étiez si, non, enfant, j'exagère. on vous a fait Absolument. peur avec le père Fouettard, parce que Absolument. il y a évidemment Saint-Nicolas, mais il y a aussi le père Fouettard. Oui, nous fêtons d'ailleurs la Saint-Nicolas ce dimanche en famille, avec toute la famille Turckheim, toutes réunies autour de Saint-Nicolas. Et en Belgique Et le aussi. conte des petits, et en Belgique, je pense que En j'ai vu Belgique, par c'est là-haut. c'est c'est pareil. très fort. Père Fouettard qu'on appelait Zwartepit. Pierre le Noir. C'était Ah ouais, Zwartepit. c'était toujours un mec un mec à la peau blanche, mais qu'on avait noirci et qui jouait le rôle En d'un flamand, d'un on dit noir. Zwart. Zwartepit. Et maintenant, on dit Brad Pitt. Pour le Schwartz, on en rejoint. Et alors, les enfants. Moi, j'ai appris il y a peu de temps que Saint-Nicolas, c'était le Père Noël, c'est celui qui a porté les cadeaux. C'est Parce Santa que le Père Claus. Noël, et que c'est Coca-Cola Mais oui. bien sûr. qui a c'est- inventé le Père Noël C'est une habillé œuvre. de rouge. Mais bien Et d'ailleurs, sûr. Mais ça, Coca-Cola. ça me semble, ça a Mais été moi pour aussi. moi une révolution. Mais moi aussi, ça a été un drame dans ma vie quand j'ai réalisé que c'était une invention de Coca-Cola et qu'il était habillé en rouge comme la marque Coca-Cola pour vendre du Coca-Cola. Nous, on avait ça, on le fêtait d'une façon différente. Normalement, Saint-Nicolas vient dans la nuit du 5 au 6 décembre et on a mis ses petits souliers devant la cheminée comme pour Noël. Et nous, on faisait ça un petit peu parce que comme on partait à l'école le 6 décembre, on faisait ça le soir. Donc nos parents nous faisaient sortir, on était tout petits, on croyait effectivement qu'il arrivait par la cheminée, on mettait les petits souliers, puis on sortait pendant une demi-heure de la pièce. Quand on revenait, il y avait les cadeaux qui étaient là. C'était très peu de choses, c'était 1 kilo d'orange et puis quelques chocolats. Ce qui Et est- l'année où je me suis douté que c'était pas vraiment Saint-Nicolas qui venait dans la cheminée,
J'avais donc 18 ans ou 19 ans. Non, j'étais encore très jeune, mais des copains m'avaient un petit peu vendu la mèche et je me suis douté du truc. Et ce que faisaient les parents, c'est que nous, on mettait... Moi, j'ai compris plus vite que vous parce que il me disait que le Père Noël passait par la cheminée et il n'y avait pas de cheminée. Mais ça, c'était les radiateurs. Chauffage central. Non, nous, on avait une cheminée. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait, alors pour l'âne, on mettait un bol d'eau et une carotte, pour l'âne. Et pour Saint-Nicolas, on mettait une tranche de pain, beurré avec de la confiture et un verre de bière. C'était la tradition. Et puis on sortait de la pièce et mon père mordait dans la carotte et dans la tartine pour qu'on revenait pour montrer qu'ils étaient bien passés. Et l'année où j'ai compris que c'était peut-être une arnaque, j'ai mis la carotte, le bol d'eau et j'ai mis sous la confiture une grosse couche de moutarde. Et puis de la confiture par-dessus. Et puis on est sorti de la pièce, on a écouté derrière la porte et on a entendu tout à coup « Nom de Dieu de merde !» Et mon père avait bouffé la moutarde. Mais il vous faisait peur, vous, le père Fouettard, Charlotte? Non, il ne faisait pas tellement peur, c'était plutôt, moi j'en ai plutôt le souvenir de quelque chose de gentil. Et on nous offrait à tous et on continue d'ailleurs de nous offrir à chacun, un Saint-Nicolas en pain d'épices. Il n'y a pas ça chez vous? Ou en spéculoos. En spéculoos, c'est bon. C'est émouvant, en tout cas, votre enfance en Alsace avec Saint-Nicolas. Et moi-même, je défilais petite fille en chemise de nuit avec une petite couronne sur la tête et des bougies. On descendait le village avec les bougies. Comment vous descendiez le village? On traversait tout le village. Vous n'équipiez pas des otages. Ah, d'accord. Pendant la guerre. On descendait le village. Mais comment ça? Non! On donnait une mitraillette aux enfants. Saint-Nicolas portait une mitraillette. On descendait. Mais non, qu'est-ce que vous me racontez? Vous ne tuiez pas vos paysans. On ne supprime pas sa main d'œuvre comme ça. Mais les deux Turckheim se réunissent toujours à Noël. Turckheim. Les deux Turckheim. Non, parce qu'ils sont plus que deux. Les Turckheim se réunissent toujours à Noël, alors? Les Turckheim se réunissent beaucoup en règle générale. Tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on se réunit. Et ça vous fait, vous êtes combien, alors? Et voilà, on est à peu près 300. Ah, quand même. Et on se réunit régulièrement en Alsace. Tu imagines le nombre de chaussures devant la cheminée le soir de Noël. On dirait une mosquée. Ça coûte cher en cadeau, 300 personnes. Ah non, mais c'est pas les 300 pour Noël. Ah. Les 300, c'est en général... Pour un enterrement, pour un... Non, une fête. Là, c'est 290. Une fête de famille. Une convention. Une convention, voilà, c'est ça. C'est un incentive, comme voilà, on dit. Une convention, et il y a les mecs mettent des petits badges. On met des badges. Ah, pour savoir qui c'est, comme dans les jeux Jean-Édouard, Julien Maurice Lepers. Gondran. Il y a beaucoup de familles aristocratiques ou de la grande bourgeoisie où tous les gens sont parents. Les Monod, par exemple, Monod, le prix Nobel, puis bon, ils sont tous, de Théodore Monod jusqu'à Monod du RPR, en parlant... Jusqu'au moins de moniteurs de ski. Tous les Monod. Bruno Eh bien, Solo. ils se réunissent, ils sont 600, hein, tous les 5 ans, ils font une convention. Et il y a juste après la guerre, comme il y avait eu, comme dans toutes les familles, des gens qui s'étaient convenus d'une façon et de l'autre, eh bien, pendant les 5 années ou les 6 années qui ont suivi la guerre, ils ne se sont pas réunis puisqu'il y avait des antagonismes trop forts à l'intérieur de cette famille. C'est une famille qui était la France, quoi, tu vois. Et puis, vers 1955, ils ont recommencé ce truc-là. Et un jour, j'ai demandé, moi, à Jacques Monod, vous êtes parents avec Monod? Il dit, tous les Monod sont cousins. C'est drôle, hein? Eh ben, dis donc. Ça, c'est drôle, c'est étonnant. Oui. Si ça vous intéresse pas, je peux vous parler de... Parlez-nous des stéréos, peut-être. Ils sont 2 fois plus nombreux. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner avec Gueluc, Benguigui, Mérès, Turckheim et Benichou. Et évidemment Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Monsieur Chanson pour les résultats du quiz d'hier. C'était la Marseillaise interprétée par 7 chanteurs ou politiques différents, parce qu'il n'y avait pas que des chanteurs, on l'a évidemment constaté, parce que les politiques ne chantent pas toujours très très bien, il faut bien le dire. Il y en a quand même, il faut le rappeler, 5 sur 7 qui avaient été découverts hier. Et il manquait justement les 2 politiques. Si vous avez envie de vous amuser à jouer encore. Oui, vous n'étiez pas nous hier, faites-nous entendre. Pierre Benichou va les identifier tout de suite. Alors, je vais vous donner évidemment ceux qui avaient déjà été trouvés hier. C'était Jamel, Mireille Mathieu, Michel Sardou, Serge Gainsbourg et Mouloudji. Il en manquait 2, le numéro 5 et le numéro 4. Écoutons. Allons les enfants de la patrie, Jamel. Le jour de gloire, ça fait plaisir. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé.
armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sanguin pur abreuve nos sillons. Alors bravo à Patrice, un auditeur d'Europe 1 qui sur europe1.fr a trouvé les deux noms manquants. Hier, effectivement, nos chroniqueurs avaient identifié Jamel, Mireille Mathieu, Michel Sardou, Serge Gainsbourg depuis Strasbourg qui chantait la vraie Marseillaise, contrairement à la Marseillaise en reggae, aux armes, etc. qu'il avait interprété sur disque. Et puis Mouloudji, le dernier. Mais il manque les deux du milieu. C'est-à-dire, alors j'allais dire le nom. Alors qui sont les deux politiques, oui? Malraux et Debré. Non, Debré, Giscard, oui. Giscard. Giscard et Debré. Voilà. C'était Valéry Giscard d'Estaing et Michel Debré. Écoutez. Giscard, donc. Et Debré. Voilà, bravo à Patrice qui a trouvé. Giscard, c'est assez incroyable. C'est Mais fou. tous les deux, Debré aussi, il part sur un autre. C'est Oui, pas la non, même mais ce que musique. je trouvais extraordinaire chez Giscard, c'est qu'on dirait qu'il ne la connaît pas. On disait, on dirait qu'il fait « Allons, maman, maman. » Parce qu'il est censé être musicien quand même. Mais il est surtout censé connaître les paroles. Il est surtout censé être président de la République. Oui. Aux armes, citoyens, formez les bataillons. Marchons, marchons. Tu le fais bien. Quand sera pur, abreuve nos sillons. T'es trop juste. T'es trop juste. Je suis trop juste. Ah oui, t'es trop juste. Bon, Patrice, en tout cas, lui, avait identifié Michel Debré et Valéry Giscard d'Estaing. Si je vous donne la liste des cadeaux de Noël Ça va être énorme. qu'a gagné Patrice, offert par les chroniqueurs présents hier, Paul Vermus lui offrait un déjeuner. Vous vous rendez compte, un déjeuner avec Paul Vermus Mais il sait plus avec qui bouffer, au Vermus. Café Barge. Ah, au Christine Café O'Krent, Maline, lui offrait d'assister à l'émission France Europe Express. Ça coûte rien. Oui. Philippe Tesson, un peu plus courageux quand même, offrait à notre auditeur un réveillon de Noël en sa compagnie. Ah bon? Ça, alors là, quand même, hein, alors Ça là, doit être joyeux, ça, non? Maureen Dor, un CD de 5 chansons, puisqu'elle va enregistrer bientôt quelques chansons sur album. Stevie, une place à un congrès de l'UMP. Chouette. Et moi, j'offrais 2 places pour aller applaudir Bernadette Lafont, Virginie Lemoine et Francis Perrin dans Si c'était à refaire au Théâtre de la Renaissance, et même 2 places pour le Café de la Danse à partir du 12 décembre, où Michael Gregorio fera 30 concerts en un seul, puisqu'il a cette force de pouvoir imiter tous les jeunes chanteurs du moment, ainsi que quelques anciens au Café de la Danse. Michael Gregorio, bravo à Patrice en tout cas. Voilà. Ah oui. Et bravo à vous d'avoir trouvé ces petites archives et ces petites pépites d'interprètes chantant la Marseillaise, Serge Merci. Ils sont à la Lialou. disposition des auditeurs, d'ailleurs, sur notre site désastre.fr. Serge, oublions le quiz pour la chanson Flash sur un sujet justement dont on a parlé dans la première demi-heure de cette émission, les fameux numéros démarrant par 0800 ou 08 et quelques, numéros surtaxés même quand on appelle les services publics, genre hôpitaux ou ANPE. Voilà, vous en avez parlé, moi je le mets en musique. Il est question en première page de Libé, des appels surtaxés, 1 minute avec la NPE ou l'hosto, coûte 15 centimes d'euros. Tout ce qui commence par 08 n'est pas synonyme de gratuit, et c'est toujours la même musique sur cette attente téléphonique. 1 demi-heure avec la SNCF, pour eux c'est tout bénef. D'ici qu'on nous aiguille sur le bon service, on y reste 1h10. Et tapez 1 ou 2 ou 3, et tapez dièse ou bien étoile, pour peu qu'on se soit trompé de numéro. On repart à 0, la 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 la. C'est joli. On devrait mettre votre chanson Flash sur tous les répondeurs téléphoniques. À demain, Serge, bravo. Salut. Il y a un autre truc qui est formidable aussi, c'est les assistances en ligne. Quand j'ai voulu installer mon modem pour ma ligne ADSL, vous recevez le CD pour installer dans votre ordinateur et puis ils vont vous dire appelez tel numéro. C'est un numéro payant, mais pour un nouvel installateur, c'est gratuit. Vous avez 30 minutes de connexion gratuite avec le technicien. Et alors vous appelez le technicien et puis vous tombez effectivement sur le répondeur. Nous vous répondrons dans un instant. Toutes nos lignes sont occupées, etc. Et vous attendez pendant 29 minutes. Après, le type vous répond, il dit allô, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, c'est terminé. Et donc le forfait gratuit d'assistance technique
technique et Une grillé minute. avec l'attente de 30 Oh, minutes. c'est horrible. Ah oui, c'est dégueulasse. Un peu de musique, cette fois pas d'attente. Babette, c'est une violoniste du groupe Dionysos. Elle se lance dans une carrière solo. On l'a déjà écouté sur Europe 1. C'est un extrait de son premier album qui sortira en février. Marin, Babette. Babette, la violoniste du groupe Dionysos, elle sortira un album solo en février. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Valérie Mérès, Philippe Gueluc, Jean Benguigui, Pierre Bénichou. Dans le Figaro, j'ai trouvé une info étonnante venant du Japon, puisque là-bas, il y a une campagne contre le surpoids. Les Japonais grossissent trop. Il y a 2 ministres et même 2 vice-ministres nippons de la santé qui vont se contraindre à un régime public dont les progrès vont pouvoir être suivis sur un blog, photo de leur ventre à l'appui. C'est-à-dire que pour encourager les Japonais à maigrir, les ministres vont au jour le jour suivre un régime et on pourra voir les résultats sur Internet. Pourquoi pas, en fait? Il y a Jean Lassalle qui a fait ça dans le Sud-Ouest il n'y a pas très longtemps. Sa grève de la faim n'était pas tout à fait justifiée par une perte de poids, vous voyez. Non, mais ça en a traîné une. Oui, ça c'est sûr. Vous l'avez vu d'ailleurs, Jean Lassalle, il était aux côtés de François Bayrou lors de sa candidature ce week-end dans les Pyrénées. Mais c'est peut-être d'ailleurs ça qui a donné. C'était pour des Japonais aussi qui devaient installer des trucs. Tout ça est lié, vous allez voir. Non, moi je trouve que c'est une bonne idée, moi. Ah oui? Moi, j'y donne l'exemple, ils disent, voilà, il y a c'est trop pas de toi qui buzz. Et en même temps, Pourquoi les Japonais en plus. grossissent? Ils bouffent tout ce qu'on nous dit de bouffer non, pour ne pas grossir. parce qu'ils bouffent plus du comme poisson ça. cru, des sushis. Bon, mais je comprends pas. Eh ben parce qu'il doit y avoir maintenant des hamburgers et Mais des ce qui fait conneries comme vraiment- ça mais- qui sont arrivés au Japon. Ce qui Et maintenant, ils n'étaient pas habitués à manger Mais ça. ce Et maintenant, qui- ils mangent ça, ils grossissent. Ce qui fait vraiment maigrir maintenant dans les sushis, c'est le polonium. Ah ben C'est ça qui fait justement, maigrir. ça tombe bien parce que vous avez vu que les Britanniques sont en train Oh là là. d'enquêter jusqu'en Russie C'est terrifiant, ça. pour essayer de trouver comment Litvinenko Alexandre a été empoisonné. Le mystère s'épaissit dans cette affaire et effectivement le poison est une spécialité russe, mais on se demande comment on a pu retrouver des traces de Mais- polonium à droite à gauche à Londres. Mais Laurent, ce qui est terrifiant, je trouve aussi, c'est que en ce moment, ils recherchent 3000 personnes qui ont voyagé sur British Airways et qui auraient été susceptibles d'être en contact avec le polonium. C'est-à-dire que ce que je trouve en plus de terrifiant, c'est que on ne sait pas maintenant quand on se déplace si on n'est pas aussi, on ne sait pas à côté de qui on est assis quand on est dans l'avion ou dans le bus ou dans le train. Et ce que je ne comprends pas, c'est et Pierre Bénichou, vous connaissez bien le sujet. Oui, c'est une chose qui me fascine. C'est qu'on dit que le polonium, il y en a quelques grammes dans le monde qui sont produits chaque année, quelques grammes, moins de 100 grammes, qui sont produits chaque année, et que pour en avoir, c'est très difficile, et qu'il suffit des micro quantités pour tuer comme ce malheureux type, mais que quand même, le polonium a cet avantage, c'est que dès qu'il a un écran de papier, savoir que si tu mets dans un paquet de cigarettes, par exemple, c'est absolument inoffensif et que ça ne passe pas. Alors comment est-ce que on a pu trouver des traces de polonium dans un avion et dans un restaurant, alors que, justement, on en prend une toute petite quantité infime qu'on met dans le verre de l'autre, et on ne jette pas le polonium comme ça. Donc c'est très contradictoire, ces deux choses. Ouais. Et moi, je serais les enquêteurs anglais, j'accepterais pas de participer au banquet de bienvenue organisé par le Kremlin. Hein. Non, j'ai moins de talent qu'Orson Welles, donc je ne vais pas affoler les populations. Non, Pierre, tu te fais du mal. Tu n'as pas moins de talent qu'Orson Welles. C'est vrai que mes films sont meilleurs que les siens, mais je dois dire que j'avais un ami qui est décédé maintenant, et qui était un grand savant qui s'occupait d'uranium, machin, et qui me disait, avec le terrorisme, vous faites marrer avec les explosifs, les trucs, il y a la guerre bactériologique, la guerre chimique, dont on parle dans la science-fiction. Nous savons tous, nous scientifiques, qu'une micro dose, pas plus grande qu'un dé à coudre de poison, peut, si on la jette dans un grand magasin, je ne vais pas donner le nom pour pas leur porter la choucoupe, mais il y a immédiatement 300 morts. Mais dans le métro ici, il y a un type qui a un rhume et qui éternue dans un wagon de métro, tout le wagon est contaminé. Bon, c'est un rhume, c'est moins grave qu'un empoisonnement, mais c'est quand même, ça prouve c'est que 8 ça jours, peut il aller n'y a loin. pas besoin d'antibiotiques. Ah bah,
Un mot sur Nathalie Getliff qui écope de 16 mois de prison. C'est la Canadienne, vous savez, qui avait embarqué ses enfants jusqu'en France, puis qui était retournée au Canada. Évidemment, elle a pointé du doigt son mari appartenant à une secte. Manifestement, sa défense n'a pas été la meilleure parce que son nouveau compagnon, il est plein de colère, de juste colère sans doute, et de ressentiment qu'on comprend. Mais plus maladroit, on fait pas. Ah oui, je crois vraiment. On l'avait reçu d'ailleurs en plateau à la télévision. Journaliste du Dauphiné, si ma mémoire est bonne, qui effectivement. Alors c'était pas très clair d'ailleurs parce que elle a eu un bébé de lui d'ailleurs, du français qui est toujours chez nous en France. Et alors, il dit le plus jeune prisonnier politique du monde. C'est mon fils. Il y va un peu fort. Et je me souviens quand on l'avait reçu nous sur le plateau, je trouvais que cette histoire était pas très claire et qu'il y allait un peu fort dans sa façon d'attaquer le Canadien, bien qu'appartenant à une secte. Je suis pas sûr là encore que les moyens de défense utilisés par ce monsieur journaliste apparemment en France et cette femme canadienne étaient les meilleurs pour qu'elle puisse écoper de la moindre peine. Et effectivement, quand on voit l'état dans lequel il était hier, on peut comprendre son état, mais quand même il a pas l'air tout à fait bien dans sa tête, ce monsieur non plus. On se demande vraiment avec qui les enfants étaient le mieux, si c'est avec le père ou si c'est avec le français ici chez nous. Non, ce qui est sûr, c'est c'est vrai que cette dame est avec son bébé en prison depuis quelques mois maintenant. C'est honteux, ça. C'est tout, c'est ça, c'est pas bien. C'est honteux. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme mal, cette femme? Lâchons-la maintenant. Ça, moi, bien sûr, c'est la présidente pour ce genre de choses. Vous avez remarqué, c'est pour dire à quel point vous avez avec vous quand même un visionnaire. C'est moi qui tu parles de toi. Vous vous souvenez de cette petite qui avait été séquestrée Natacha Kampusch, oui, en Autriche. Et j'avais dit, il y a quelque chose de pas clair. Je ne sais pas si les parents sont c'est bien clair et tout ça. On vient de retrouver en Allemagne, il y a 2-3 jours, et la presse française ne l'a pas repris, on vient de retrouver des photos pornographiques de cette petite fille avant qu'elle soit kidnappée. Quoi ? Au domicile de ses parents, on a retrouvé des photos d'elle avec des bottes et un fouet maquillé. Mais j'ai entendu que c'était... Tu l'as entendu? Je l'ai entendu. Isabelle Motro en a parlé dans l'émission vendredi dernier. Ah pardon, alors excusez-moi. Non mais allez-y. Allez, et moi, je veux dire, j'avais eu un malaise terrible avec cette petite. Mais je m'étais dit, en voyant cette affaire de cette petite, je vous avais dit, je rigole en disant visionnaire, je dis quelque chose m'avait gêné, m'avait choqué, et j'avais dit, moi je sais pas s'il faut pas voir du côté des parents. On m'a dit, mais comment, quelle horreur. Je dis, oui, mais rien dans l'attitude de cette fille n'est normal. Elle est d'abord en bonne santé, alors qu'elle n'a pas vu de médecin. Elle a le niveau du bac, alors qu'elle a vécu dans un sous-sol. Et elle sortait beaucoup, pourquoi elle s'est pas plainte? Bon. Et des choses me semblaient inouïes, et je m'étais... Or, on retrouve qu'elle aurait pu être vendue, peut-être. Un dernier mot sur un concours de beauté de femmes enceintes organisé en Russie, justement, pour enrayer le déclin démographique et donner envie aux femmes d'avoir des enfants. On va organiser, comme il y a des concours de Miss, des concours de femmes enceintes. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est beau, ouais, c'est beau une femme enceinte. C'est vachement mignon, sauf que les pauvres, à mon avis, elles ont plus envie d'être enceintes parce que le pays est quand même une cata et les Russes les hommes russes ont l'air d'être une cata absolue. Ils détiennent le record quand même d'alcoolisme, ils ont l'air d'être Ils battent beaucoup leurs femmes. Ils battent leurs femmes. C'est quand je suis bourré, je suis la meilleure affaire. Je pense que c'est surtout ça qui font que les femmes russes n'ont pas tellement... Oui, bon, ils vont faire une exposition de Miss enceinte, quoi, comme il y a des Miss. Ben voilà, c'est très joli. C'est vrai idée. que c'est assez nul, je trouve. Mais ce qui est formidable, c'est que s'ils les prennent à terme, ils pourront faire dans la même soirée le concours du plus beau bébé aussi. Pierre Bénichou a été plus beau bébé en Algérie. Non, oui, parce que s'il y avait un truc, c'était le vermifuge lune. On voyait un enfant qui était là, qui avait une tête il était triste comme ça. On disait, tu ressembles au vermifuge lune, parce que je pleurais beaucoup déjà. C'est quoi le vermifuge lune? Vermifuge lune, c'est un truc contre les vers qu'on donne, c'est une sorte de purge qu'on donne aux enfants. Mais oui, parce que les vermifuges, c'était une chose comme les sirops d'huile de foie de morue et tout ça. Oui, mais je crois qu'il y avait plus ça en Afrique du Nord, parce que nous, au Maroc aussi, on nous en donnait. Mais c'était prémonitoire. Après, vous avez été mannequin pour Fuca, je crois, non? Et vous pour faux cul. Allez, on se retrouve demain à 16h30.